le 14 Tammuz 1585 commande 7. Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de prélever la dîme des produits de la terre, comme il est dit, car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur comme tribut. La Torah a déjà expliqué que cette dîme appartient aux Lévites. Les dispositions relatives à ce commandement ont déjà été expliquées dans le traité Maaserot. Cette dîme est appelée première dîme et la Torah ne la rend obligatoire que dans le pays d'Israël. Troisième. Alors, 14 Tammuz, 5785, c'est faire Zeraïm, loi relative au Maaser, chapitre 4. Un produit dont les prélèvements n'ont pas été effectués n'est soumis au prélèvement que si on l'amène dans sa maison ainsi qu'il est dit. Je fais disparaître de ma maison les choses saintes, à condition qu'on ne le rentre pas par la porte, comme il est dit, afin qu'il mange dans tes portes. Mais si on a fait rentrer la récolte par les toits ou les enclos derrière la maison, à l'exemple de la terouma et des dîmes. Il me semble que l'on ne se voit pas infliger la flagellation selon la Torah pour la consommation d'un produit tével avant qu'il soit soumis à la dîme en étant introduit dans la maison, comme nous l'avons expliqué selon la tradition. Par contre, s'il est devenu soumis à la dîme par l'une des 6 manières précédemment citées, on ne se voit pas infliger la flagellation de la Torah si ce n'est Makamatrout par ordre rabbinique. Et de même, celui qui mange des fruits qui a l'intention d'emmener au marché pour les vendre après que leur traitement soit achevé, se voit seulement infliger Makamatrout, comme nous l'avons expliqué, car c'est un produit dont le traitement est achevé pour être vendu n'est soumis à la dîme que par ordre rabbinique. Une maison qui n'a pas une surface de 4 coudées sur 4 ne soumet pas la récolte qui est introduite à la dîme. Et de même, le toit n'impose pas cette obligation à la récolte, bien que la maison en dessous ait fait. Et si le toit n'a pas une surface de 4 coudées sur 4, par exemple, si la maison a un toit penché, le toit n'exempte pas la récolte de la dîme, mais ce toit est considéré comme une partie de l'atmosphère de la maison. Les huttes, structure qui ressemble à une tente, mais qui a une forme triangulaire, non carrée. Les miradors, pour surveiller des chemins, et les cabanes d'été, qui ont 4 piliers avec un toit au-dessus, sans mur, et de même les cabanes que font les vignerons et les jardiniers en été, bien qu'ils y habitent durant tout l'été et qu'il y ait des meules et des coques. Elles ne soumettent pas les produits que l'on y introduit à la dîme. Et de même, les cabanes extérieures de potiers, qui n'utilisent que pour leur travail, contrairement à la cabane intérieure où ils résident, et la cabane de Sukkot durant Sukkot ne soumettent pas les produits que l'on y introduit à la dîme, car ce ne sont pas des demeures permanentes. Les huttes et les tours de garde donnent le statut de Tevel aux produits que leurs propriétaires y introduisent, bien qu'elles ne donnent pas ce statut aux produits pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde y introduit. Et de même, les maisons d'études donnent le statut de Tevel aux produits pour celui qui enseigne, parce qu'elles sont considérées comme sa maison. Mais elles ne donnent pas le statut de Tevel pour les autres personnes qui introduisent leurs produits. La synagogue et la maison d'études, si elles renferment une demeure pour le bedeau ou ministre officiant, soumettent à la dîme les produits qui y sont introduits, et sinon, elles ne donnent pas de ce statut, les réserves. Et les entrepôts dans les champs qui servent à entreposer la récolte, une fois son traitement achevé, ne soumettent pas les produits que l'on y introduit à la dîme. Et s'ils servent de demeure, ils soumettent les produits qui y sont introduits à la dîme. De la même manière qu'une maison soumet les produits qui y sont introduits à la dîme, ainsi une cour soumet les produits qui y sont introduits à la dîme. Et dès que les produits y sont introduits par la porte, ils deviennent soumis à la dîme, bien qu'ils n'aient pas été introduits dans une maison. Quelle cour soumet les produits qui y sont introduits à la dîme? Tout cour ou des ustensiles sont gardés où une personne n'a pas honte d'y prendre un repas. Ou une cour telle que si un homme y entre, on lui demande « Que cherches-tu » Et de même, si une cour a 2 demeures ou appartient à 2 associés, bien que l'un ouvre la porte de la cour et entre de sorte que la cour reste ouverte, et l'autre ferme, entre ensuite ou sort, et ferme étant donné que ce sont eux qui entrent et ferment, elles soumettent les produits qui y sont introduits. Les loges d'entrée d'une cour où se trouvent les gardiens, une excédra et un porche sont considérés comme la cour. Si celle-ci soumet les produits qui y sont introduits à la dîme, ces structures soumettent également les produits qui y sont introduits à la dîme. Et sinon, elles ne soumettent pas les produits qui y sont introduits à la dîme. S'il y a 2 cours, l'une à l'intérieur de l'autre, toutes 2 soumettent les produits qui y sont introduits à la dîme. Les cabanes de potiers, s'il y en a une à l'intérieur de l'autre,
Celle qui est extérieure ne soumet pas les produits qui y sont introduits et un magasin soumet les produits qui sont introduits comme une maison. Celui qui emmène ses fruits d'un endroit à un autre, bien qu'il entre avec celui-ci dans des maisons et des cours au chemin, les fruits ne deviennent pas soumis à la dîme. Plutôt, il peut en manger petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à destination, et de même pour s'il revient sur sa décision avant d'arriver à la destination et décider de revenir, les fruits ne sont pas soumis à la dîme avant qu'il soit revenu. Les vendeurs de parfums qui se rendent de ville en ville et vont de cour en cour peuvent manger petit à petit des produits qui ont pris pour eux-mêmes, bien qu'ils entrent dans les maisons, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la maison où ils passent la nuit, car par rapport aux fruits, telle est leur destination finale, puisqu'ils ne sont pas destinés à être vendus. Celui qui emmène des figues du champ pour les manger dans une cour qui ne soumet pas les produits qui y sont introduits à la dîme, par exemple une cour qui n'est pas gardée, puis oublie et ils introduit les figues dans sa maison, a le droit de les sortir et d'en manger petit à petit. De même, s'il oublie, il les monte sur le toit et peut en manger petit à petit sur le toit. S'il les a emmenés pour les manger sur son toit et, par omission, les a introduits dans la cour de son ami, les fruits sont soumis à la dîme, il n'a pas le droit d'en manger avant d'en avoir prélevé la dîme. Une cour qui a été labourée est considérée comme un jardin et non comme une cour. Il est permis de manger petit à petit des fruits que l'on y a introduits à condition qu'elle ait été labourée sur sa majorité. Et si on a ensemencé la majeure partie de sa surface, on ne doit pas y manger petit à petit des fruits. Il en est de même si on a planté des plantations sur la majorité de la surface. Et si on a planté des plantations dans une cour pour l'embellir, étant donné qu'elle est labourée, il est permis de manger un peu de ces fruits, des arbres ou d'autres produits qui y seraient introduits. Un figuier qui est situé dans la cour, on peut en manger les figues en les coupant, les mangeant une à une, et on est exempt. Et si on a réuni plusieurs figues, par exemple si on en a coupé 2 à la fois, on est obligé de prélever la dîme. Dans quel cas cela s'applique-t-il si on se trouve au sol? Mais si on monte au sommet d'un figuier, on peut remplir sa poche intérieure de figues et les manger une à une là où l'on se trouve, parce que l'espace aérien d'une course ne soumet pas les produits à la dîme. Si le figuier est situé dans la cour et est penché dans un jardin, on peut en manger dans le jardin de manière normale, comme s'il était planté dans le jardin. S'il est planté dans un jardin et est penché dans une cour, il est considéré comme planté dans la cour, de sorte qu'on ne peut les manger, les figues de cet arbre, dans la cour d'une autre, qu'une à une. Si une vigne est plantée dans une cour, on ne doit pas prendre toute une grappe et la manger, mais on arrache les grains de raisin de la grappe attachée à la vigne, un à un. Et de même pour une grenade dans une cour. On ne doit pas prendre toute la grenade, mais on prend petit à petit les grains de la grenade alors qu'elle est attachée à l'arbre, le grenadier, et on mange les grains. Et de même pour la pastèque, on la penche vers le sol et on la mange à cet endroit. Si on mangeait d'une grappe de raisin qu'on a arrachée dans un jardin et qu'on est entré dans une cour intentionnellement, c'est faire paragraphe 13. Bien que l'on soit sorti de la cour dans le jardin, on ne doit pas terminer de manger cette grappe de raisin avant d'avoir prélevé la dîme. La coriandre qui est semée dans la cour, on en arrache les feuilles une à une et on peut les manger. Et si on a réuni plusieurs feuilles, on est obligé de prélever la dîme. Et de même pour tout ce qui est semblable. Sefer Zeraïm, les lois relatives au Maaser, chapitre 5. Quand on achète des fruits arrachés dont le traitement a déjà été achevé par le vendeur, pour les manger, ils deviennent soumis à la dîme par ordre rabbinique, comme nous l'avons expliqué. Et à partir de quand deviennent-ils soumis à la dîme? Dès que l'acheteur paye la somme requise, bien qu'il n'ait pas tiré les fruits. S'il n'a pas payé, mais a trié et mis de côté des fruits, même toute la journée, bien qu'il ait pris la décision de les acheter, il n'est pas obligé de prélever la dîme. Et s'il craint Dieu, dès qu'il décide en son cœur de les racheter, il prélève la dîme et paye au marchand la valeur de la dîme qu'il remet au Lévite, à condition que le marchand donne son accord, puis rend au vendeur les fruits et s'il désire lui rendre, c'est-à-dire s'il ne désire pas acheter. Quand on achète des fruits attachés à la terre ou quand on achète des fruits à détacher pour les envoyer à un ami, ils ne deviennent pas soumis à la dîme, bien qu'il y ait une transaction commerciale et on a le droit d'en manger petit à petit. Celui qui dit à son mari, à son ami, « Voici pour toi un issar, et tu me donneras, moi, 5 figues », peut les manger une à une, c'est-à-dire qu'il les prend une à une de son ami et les mange une à une, et exempt de la dîme.
S'il en réunit plusieurs dans sa main, il est obligé de prélever la dîme. S'il dit, voici pour toi ce issar pour 20 figues que je choisirai pour moi. C'est-à-dire que la transaction aura effet lorsqu'il aura choisi les 20 figues. Il peut les choisir une à une et les manger de cette manière. S'il dit, voici telle somme pour la grappe que je choisirai. Il peut prendre les grains un à un, alors qu'elle, la grappe, est attachée à la vigne. S'il dit, voici telle somme pour la grenade que je choisirai. Il peut la fendre pour en manger les grains. S'il dit, voici telle somme pour la pastèque que je choisirai. Il la penche vers le sol et la mange. Et s'il coupe les figues et les réunit, ou coupe la grappe ou la pastèque selon le cas, il est obligé de prélever la dîme, car il n'acquiert que ce qui est coupé. Par contre, s'il dit, voici pour toi un issar pour ces 20 figues, pour ces 2 grappes, pour ces 2 grenades, pour ces 2 pastèques, il peut les couper de manière normale et les manger petit à petit, et il est exempt. Parce que les fruits ne sont pas devenus soumis à la dîme par la vente, puisqu'il les a acquis alors qu'il était attaché à la terre. Comme 2 amis font un échange de fruits dont le traitement est terminé, en ayant tous les deux l'intention de manger les fruits qu'ils recevront l'un de l'autre. Les fruits des deux deviennent soumis à la dîme, s'ils sont tous les deux l'intention est de les mettre de côté dans le champ pour les faire sécher. Les fruits des deux ne sont pas soumis à la dîme parce que la vente ne soumet pas à la dîme un produit dont le traitement n'est pas terminé, comme nous l'avons expliqué. Si l'un d'eux prend les fruits pour les consommer et que l'autre les prend pour les fruits en échange pour les mettre de côté pour sécher, celui qui a pris les fruits pour les consommer est obligé de prélever la dîme. Et celui qui a acheté les fruits en vue de les mettre de côté pour sécher, ces fruits ne sont pas soumis à la dîme. Celui qui dit à son ami, viens et cueille 20 figues qui m'appartiennent de mon figuier, et je remplirai mon ventre des tiennes. Les deux sont exempts de prélever la dîme, car cela n'est pas un acte d'acquisition par un échange pour ce que cela soit considéré comme une vente. Et s'il a réuni plusieurs figues et les a mangées, il est obligé de prélever la dîme. Et un don ne soumet pas les fruits donnés à la dîme comme une vente. Si un ignorant soupçonné de ne pas prélever la dîme passe au marché et dit à plusieurs personnes, prenez pour vous des figues et ceux-ci peuvent les manger petit à petit et sont exempts de prélever la dîme, car un don ne soumet pas les objets donnés à la dîme et s'ils rentrent dans leur maison et que la majorité des gens ont l'habitude d'emmener les fruits dans une maison, ils doivent prélever la dîme comme un produit dont il y a certitude que la dîme a été prélevée. Si la majorité des gens ont l'habitude d'emmener les fruits au marché pour les vendre, ils ne prélèvent pas la dîme que comme un produit de démaillis. Et si l'ignorant leur dit prenez-les et emmenez-les à la maison, ils prélèvent la dîme des fruits comme un produit de démaillis lorsqu'ils les rentrent chez eux. Si l'ignorant donne une grande quantité de fruits à une personne et lui dit prends et mange, on considère comme s'il lui avait dit prends et emmène cela à la maison. Et elle ne doit pas en consommer avant d'avoir prélevé la dîme de ces fruits comme un produit d'émaillis. Et de même, s'il lui donne un produit que l'on ne mange pas habituellement cru. Et si c'est un homme important qui n'a pas l'habitude de manger au marché, il, celui qui reçoit ces fruits, doit prélever la dîme de ce produit en tant que d'émaillis. S'il y a 2 personnes et que l'ignorant a dit à l'une, prends et mange au marché, et au second, prends et rentre les fruits dans la maison. L'un, le premier, peut manger petit à petit les fruits qu'il a pris et est exempt alors que l'autre, auquel il a dit, prends les fruits et emmène-les dans la maison, est coupable s'il mange sans en prélever la dîme. Et de même, si plusieurs personnes étaient assis au pas d'une porte ou dans un magasin et qu'un ignorant passant au marché leur a dit prenez ces fruits, c'est-à-dire faites-les rentrer dans votre porte ou dans votre magasin et mangez. Ils ont le droit de manger ces fruits petit à petit et sont exempts. Et les propriétaires du pas de porte ou du magasin ne doivent pas manger de ces fruits avant d'en avoir prélevé la dîme en tant que démaillis. Si cela est considéré comme si l'ignorant leur avait dit prenez et rentrez ces fruits dans vos maisons, car leur possession, à savoir le magasin ou le pas de la porte, sont comme leur maison. Or, nous avons déjà expliqué que la maison qui n'appartient pas à une personne ne soumet pas ses fruits lorsqu'il est y introduit. Celui qui loue des employés pour le traitement des fruits arrachés, dont le traitement n'est pas encore achevé ou attaché à la terre, étant donné que les employés ont le droit, selon la Torah, de manger de produits qu'ils traitent. Peuvent manger de ces fruits et sont exempts de prélever la dîme. Et si une condition a été stipulée qu'ils puissent manger même les produits auxquels la Torah ne leur a pas donné droit. Par exemple, s'il a formulé la condition que leur enfant puisse manger avec eux et que son fils puisse manger les fruits pour son salaire, ou qu'il puisse manger des fruits détachés après avoir achevé son travail, l'employé ou son fils, selon le cas,
n'a pas le droit de manger les fruits avant d'avoir prélevé la dîme. La raison est la suivante. Étant donné qu'il la mange grâce à la condition qu'il a formulée, il est considéré comme un acheteur. S'il l'a employé pour sarcler ses oliviers, et l'employé a formulé la condition qu'il puisse manger des olives. Il peut manger les olives une à une de que l'arbre est exemple. Et s'il réunit plusieurs olives, il est obligé de prélever la dîme. Si l'employé pour sarcler des oignons et qu'il a formé la condition de pouvoir manger la partie verte des oignons, il épluche les feuilles de légumes une à une et peut les manger. Et s'il en réunit plusieurs, il est obligé de prélever la dîme. Si l'employé pose pour condition qu'il mangera 1 litre d'olives, il peut les manger une à une. Et s'il en réunit, il est obligé de prélever la dîme. Étant donné qu'il mange quelque chose d'une quantité déterminée, il est considéré comme un acheteur qui, s'il a réuni plusieurs produits pour lesquels il a versé une somme d'argent, ceux-ci deviennent soumis à la dîme. S'il n'a pas déterminé la quantité qu'il mangera, mais mange conformément à la loi de la Torah, il peut réunir et manger autant qu'il désire à condition de ne pas tremper les fruits dans le sel. Mais s'il trempe dans le sel les fruits, il est permis de les manger un à un. Mais il est défendu de les manger 2 à 2 parce qu'ils sont soumis à la dîme par le sel. Un employé qui s'occupe des figues de mauvaise qualité ne doit pas manger de bonnes figues blanches. Et de même, s'il s'occupe de bonnes figues blanches, il ne doit pas manger les figues de mauvaise qualité avant d'avoir prélevé la dîme. Mais il peut se retenir de manger les figues lorsqu'il s'occupe des figues de mauvaise qualité jusqu'à ce qu'il arrive aux bonnes figues. Celui qui emmène des employés travailler au champ, s'il n'est pas obligé de les nourrir, c'est-à-dire que leur travail ne consiste pas à cueillir les figues et à les étaler dans le champ, mais par exemple à labourer et moissonner le champ. Ils peuvent manger des fruits du champ, ce sont exemples de la dîme, à condition que le traitement de ces fruits ne soit pas terminé. Mais si le propriétaire doit les nourrir, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à les nourrir, bien qu'il n'en avait pas l'obligation, il ne doit pas manger des fruits, bien que leur traitement ne soit pas terminé, car on ne rembourse pas une dette avec un produit Tevel. Mais il peut manger les figues une à une du figuier, mais non d'un panier, ni d'une boîte, ni des figues qui ont été mises de côté pour sécher. Le fait de faire bouillir, cuire légèrement, macérer dans l'eau et le feu les fruits soumis, ceux-ci à la dîme. Par contre, si on les enfume, ces fruits, jusqu'à ce qu'ils deviennent consommables, cela est un cas de doute. Celui qui enfuit ses fruits dans la terre, dans la paille ou dans l'engrais, jusqu'à ce qu'ils deviennent consommables, ces fruits ne deviennent pas soumis à la dîme. Celui qui verse du vin dans un mets chaud et qui verse de l'huile dans une marmite et la poêle lorsqu'elles sont brûlantes. Et le vin ou l'huile deviennent soumis à la dîme. S'il coupe du vin avec de l'eau chaude, il devient soumis à la dîme. Et inutile de dire que s'il bouillit du vin, même dans le pressoir, qu'il est interdit d'en boire jusqu'à ce qu'il prélève la dîme. L'ail et le cresson et le sénuvé que l'on a broyé dans le champ, avec de l'huile deviennent tével pour ce qui est de la dîme. Et de même, quand on presse une grappe de raisin dans une coupe, elles deviennent soumises à la dîme. Quand on sale des fruits dans le champ, elles deviennent soumises à la dîme. Si on trempe les olives une à une dans le sel et qu'on les mange, on est exempt. Celui qui écrase des olives pour en extraire le jus est exempt. Quand on prend des olives dans la cuve à l'olive, on peut les tremper une à une dans le sel et les manger. Si on sale les olives et qu'on les pose devant soi, on est coupable. Et de même pour tout ce qui est semblable. Si on a prélevé la terouma des fruits de manière à ce qu'il soit nécessaire de prélever une seconde fois la terouma, par exemple, si on a prélevé la terouma d'un produit soumis au prélèvement par ordre rabbinique pour un produit soumis selon la Torah, ils deviennent soumis à la dîme. Et on ne doit pas en manger petit à petit avant d'en avoir prélevé la seconde terouma et prélevé la dîme. Les fruits dont le traitement est achevé lorsque le Shabbat commence deviennent soumis à la dîme. Et on ne doit pas en manger même après le Shabbat avant d'en avoir prélevé la dîme. Les enfants qui ont enfui les figues pour le Shabbat et ont oublié d'en prélever les dîmes ne doivent pas en manger à l'issue du Shabbat avant d'avoir prélevé la dîme. Un figuier que l'on a distingué pour consommer ses fruits pour soi, pour manger les fruits le Shabbat, si on a cueilli un panier, on ne doit pas manger avant d'en avoir prélevé la dîme, étant donné que ces fruits sont réservés pour le Shabbat, et le Shabbat soumet les fruits à la dîme. S'il mangeait les fruits d'une grappe et que le Shabbat a commencé, il ne doit pas terminer de manger le Shabbat avant d'avoir prélevé la dîme, et s'il les laisse après le Shabbat, il ne doit pas terminer de les manger avant d'avoir prélevé la dîme. C'est Père Zéraïm, loi relative au Maaser, chapitre 6. On peut lisser les moules utilisés pour les pâtes de figues, avec des figues et des raisins Tevel, et cela n'est pas considéré comme une perte pour les fruits de Tevel.
et tout produit de terouma que les personnes étrangères au sacerdoce n'ont pas le droit de manger, comme les pépins et ce qui est semblable. Il est également défendu de le manger lorsqu'il y a le statut de tevel, de dîme, dont la terouma n'a pas été prélevée, de seconde dîme, ou de produit consacré qui n'a pas été racheté. Et tout produit de terouma que les personnes étrangères au sacerdoce ont le droit de manger parce qu'il n'est pas considéré comme un aliment. Il est également permis de le manger lorsqu'il y a le statut de tevel et de dîme dont la terouma n'a pas été prélevée, et de seconde dîme et de produits consacrés qui n'ont pas été rachetés. On ne doit pas utiliser un produit de tevel impur pour rallumer, même un jour profane. Il est inutile de dire que cela s'applique pour la lampe que l'on allume la veille de Shabbat, ainsi qu'il est dit. La garde de mes offrandes, de même que la terouma pure, ou le Kohen n'y a droit qu'à partir du moment où elle est prélevée. Ainsi, la terouma pure, on a le droit d'en tirer profit qu'à partir du moment où elle est prélevée. On ne recouvre pas les semences tevel avec de la terre, ceci étant considéré comme semer les semences, et on ne sème pas les produits tevel, même les fruits dont le traitement n'est pas terminé. Il est défendu de les semer avant d'avoir prélevé la dîme. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les céréales, les légumineuses et ce qui est semblable. Par contre, il est permis d'arracher des plants qui portent des fruits et de les emmener d'un endroit à un autre pour les repiquer dans son champ, et cela n'est pas considéré comme semer un produit tevel, car on ne réunit pas les fruits. De même, il est permis d'arracher dans des navets, des radis, et les repiquer à un autre endroit, en vue de les faire grossir. Mais si on les repique pour qu'ils durcissent et qu'on reprenne les graines, cela est interdit, car on est considéré comme ayant semé du blé ou de l'orge tevel. Si on a semé un litra d'un produit de première d'une dîme tevel, c'est-à-dire dont on a prélevé la terouma de la dîme et qu'il a poussé, il y a maintenant 10 litras. Le tout est soumis à la dîme, et ce litra, on en prélève la terouma de la dîme avec un produit d'un autre endroit proportionnellement. Un litra d'oignon que l'on a arraché, dont on a fait le prélèvement et que l'on a semé, on n'en prélève pas la dîme proportionnellement à ce qui a été ajouté, c'est-à-dire sans compter le litra, mais on prélève la dîme par rapport à la quantité totale. Des plants qui sont arrivés au tiers de leur maturité, que l'on a ratissé et dont on a prélevé la dîme, puisqu'on l'a semé, qu'on a fait pousser, et leur semence ne pourrit pas. Il y a doute s'ils sont soumis à la dîme par ordre rabbinique, étant donné qu'ils ont poussé, ou s'ils ne sont pas soumis parce que la dîme de la semence qui est encore présente et ne s'est pas décomposée a été prélevée. Et cela ne ressemble pas au cas des oignons. C'est faire fin du paragraphe précédent, car il n'est pas habituel de semer les oignons. Celui qui a semé un produit tevel, qu'il s'agisse d'un produit dont la semence se décompose ou non. S'il est possible de l'arracher, c'est-à-dire avant qu'il prenne racine, on le pénalise et il doit l'arracher. Et s'il a déjà poussé, on ne l'oblige pas à arracher. Les produits sont profanes, c'est-à-dire qu'il est permis de les manger petit à petit avant que leur traitement soit achevé. Et si c'est un produit dont la semence ne se décompose pas, même les produits sont interdits jusqu'au 3e degré. Et pourquoi les produits sont-ils interdits? Du fait de la terouma, de la dîme et de la grande terouma qui y sont contenus. Et identique est la loi si l'on sème de la dîme dont la terouma n'a pas été prélevée. On ne vend un produit tevel qu'en cas de nécessité et une personne érudite. Il est défendu d'envoyer un produit tevel en cadeau, même dans le cas d'un érudit pour un autre érudit, de crainte qu'il se fasse confiance et qu'il ce produit soit consommé en état de tevel. Celui qui a vendu ses fruits à son ami s'est souvenu qu'il était tevel, a couru après lui pour les arranger les fruits, mais ne l'a pas trouvé. Si l'on peut avoir la certitude qu'ils ne sont pas intacts, mais qu'ils ont pourri ou ont déjà été consommés, il n'a pas besoin d'en faire les prélèvements. S'il y a doute si les fruits sont intacts ou non, il doit en prélever les dîmes avec d'autres fruits. Si une personne a vendu des fruits à son ami et lui dit: je les ai vendus à condition qu'ils soient tevel, et que l'acheteur dit: je t'ai acheté que des fruits dont la dîme a été prélevée. On oblige le vendeur à arranger les fruits, c'est-à-dire à en prélever la dîme. Ceci est une pénalité qui lui est infligée parce qu'il a vendu un produit tevel. Il est défendu de rembourser une dette avec un produit tevel, car cela est considéré comme le vendre. Quand le roi saisit les fruits d'une personne alors qu'ils sont tevel, si la raison de cette saisie est que cette personne lui est redevable d'une somme d'argent, elle doit en prélever la dîme de ses fruits saisis, et si le roi les saisit par la force et non du fait d'une créance qui lui est due, elle n'a pas besoin d'en prélever la dîme. Celui qui achète des produits tevel à 2 endroits peut prélever la dîme de l'un pour l'autre. Celui qui reçoit le champ d'un Israël ou d'un non-juif en métayage fait le partage de la récolte et remet au propriétaire du champ la partie de la récolte qui lui est due en sa présence, de manière à ce qu'il sache qu'il prend un produit tevel. Par contre, celui qui reçoit un fermage à le champ d'un juif doit prélever la terouma au préalable et lui donne ensuite au propriétaire. Cela
la quantité qu'il a déterminée, le propriétaire du champ prélève la dîme lui-même. S'il lui donne du produit d'un autre champ ou d'une autre espèce que celle qui est normalement cultivée dans ce champ, il doit prélever la dîme avant de lui donner. Celui qui reçoit en fermage un champ d'un non-juif doit prélever la dîme avant de lui donner ce qui lui revient. C'est une pénalité qu'on exige les sages afin qu'on ne prenne pas en fermage un champ d'un non-juif, et ce afin que le non-juif ne trouve pas de main-d'œuvre, de sorte que le champ reste en friche et qu'ils doivent le revendre à un juif. Et de même, celui qui reçoit d'un non-juif en métayage un champ ayant appartenu à ses aïeux. Les sages l'ont pénalisé qui prélève la dîme avant de remettre au non-juif sa part, de sorte qu'il ne saisisse pas l'occasion en prenant ce champ du non-juif parce qu'il a appartenu à ses aïeux, et ce, afin que le non-juif ne trouve pas de main-d'œuvre et qu'il le champ reste en friche et qu'il le non-juif le vende à un juif. Qu'est-ce qu'un fermier et qu'est-ce qu'un métayer? Le fermier est celui qui reçoit une terre en bail en monnayant une partie fixe de la récolte comme loyer, c'est-à-dire un nombre de CA déterminé indépendant de la production, qu'il le champ produise beaucoup ou peu. Le métayer est celui qui reçoit une terre en échange d'un pourcentage de la production, c'est-à-dire la moitié ou le tiers ou ce qu'ils décideront ensemble. Le locataire est celui qui loue une terre pour un prix en argent. Si deux personnes ont reçu en métayage, ont hérité ou sont associés pour acheter un champ, l'un peut dire à l'autre, prends toi le blé à tel endroit, et moi je prendrai le blé à tel endroit. Ou prends-toi le vin qui est à tel endroit, et moi je prendrai le vin qui est à tel endroit. Mais elle ne doit pas lui dire, prends-toi le blé et moi je prendrai l'orge, ou prends-toi le vin et moi je prendrai l'huile, parce que cela est une vente de produits tével. Si un Kohen ou un Lévite achète des fruits d'un juif après que leur traitement soit achevé, le tribunal rabbinique prélève la teruma et les dîmes de leurs mains qui ne font pas les prélèvements. Et on les donne à d'autres Kohanim et Lévites. C'est une pénalité qui a été décrétée pour qu'ils ne se rendent pas dans les granges et les pressoirs et achètent des produits tével afin d'empêcher leurs frères Kohanim de recevoir leurs dons. Et si les Kohanim ont acquis ces produits avant que leur traitement soit achevé, on ne leur saisit rien. Des Kohanim ou des Lévites qui ont vendu des fruits cueillis à un Israël avant que leur traitement soit achevé. Il est inutile de dire s'ils ont vendu les fruits alors qu'ils étaient attachés au sol, la terouma ou la dîme selon le cas leur appartient puisque le champ leur appartient. Et s'ils ont vendu après que le traitement soit achevé, la terouma et la dîme appartiennent à l'acheteur. Il prélève la terouma et la dîme et les donne au Kohen ou au Lévite de son choix. Si un Kohen ou un Lévite reçoit en métayage un champ d'un Israël de la même manière qu'il partage les produits non consacrés. Ainsi, il partage la terouma et les dîmes. Et le Israël prend sa part des prélèvements et la donne au Kohen ou au Lévite de son choix. Par contre, si un Israël reçoit en métayage un champ d'un Kohen ou d'un Lévite, la terouma ou la dîme revient au propriétaire du champ et les autres dons, à savoir la seconde dîme et la dîme du pauvre, sont partagés. Une personne qui reçoit des olives, c'est-à-dire qui se charge de la culture des oliviers pour produire de l'huile, qu'il s'agisse d'un Israël qui reçoit d'un Kohen ou d'un Lévite, ou d'un Kohen ou d'un Lévite qui reçoit d'un Israël, de la même manière qu'il partage les produits non consacrés. Ainsi, il partage la terouma et les dîmes, parce que l'huile est un produit important. Le Kohen aurait dû donc formuler explicitement la condition qu'il désire recevoir les prélèvements. Un Kohen qui vend un champ, un Israélite lui dit, à condition que sa dîme me revienne à jamais. Elle, la dîme, lui revient, étant donné qu'il, le Kohen, a formulé une condition explicite en disant, à condition. Il est considéré comme ayant laissé, n'ayant pas vendu dans le champ, endroit où la dîme sera prélevée. Et si le Kohen décède, son fils a le même statut que les autres Kohanim et n'a pas le droit de particulier sur ce champ. Et si le Kohen lui a dit alors de la vente, à condition que les dîmes reviennent à moi et mon fils, et qu'il décède, les dîmes reviennent à son fils. Si le Kohen a formulé la condition de manière suivante, à condition que les dîmes me reviennent tant qu'il le champ est en ta possession et qu'il Israël l'a vendu à une personne, bien qu'il l'a racheté par suite, le Kohen n'a pas le droit à ses dîmes. Si un Israël reçoit en fermage un champ, un Israël d'un Lévite, et lui dit, à condition que les dîmes appartiennent pendant 4 ou 5 années, c'est-à-dire qu'il puisse les donner au Kohen et aux Lévites de son choix. Cela est permis, et il donne les prélèvements au Kohen et Lévites de son choix. S'il dit, à condition qu'elle m'appartient pour toujours, cela est interdit, car un Kohen ne rend pas une personne Israël Kohen, et de même un Lévite ne donne pas son statut à une autre personne. Or, dans ce cas où les prélèvements reviennent normalement au Kohen, cette condition semble indiquer que le Kohen fait bénéficier le Israël de son statut. Et de même, si un Lévite est redevable d'une somme d'argent à un juif, ce dernier ne doit pas prendre la dîme d'autre personne avec le consentement du Lévite jusqu'à ce qu'il se soit
fait rembourser sa dette, car ce lévite-là ne rend pas son créancier comme un autre lévite qui peut prendre de la dîme d'autres personnes. Un Israël qui a hérité un produit Tébel ratissé dont le traitement est terminé d'un père de sa mère, qui était Cohen, et même si ce dernier l'avait lui-même hérité du père de sa mère qui était Israël. Il en prélève les dîmes et la grande terouma, et elles lui appartiennent, c'est-à-dire qu'il peut les vendre à un Cohen et un Lévite, car des dons qui sont destinés à être prélevés sont considérés comme s'ils avaient été prélevés, bien qu'ils n'aient pas encore été prélevés. En d'autres termes, on considère comme si le père de sa mère, qui était Cohen, avait fait les prélèvements. Et ceci lui appartenait. Par conséquent, quand son petit-fils Israël les hérite, il peut les vendre à un Cohen. Une personne qui donne son champ en métayage à un non-juif, ou une personne qui n'est pas digne de confiance pour ce qui est de prélever les dîmes, bien qu'il les produit n'ait pas encore la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes. Les sages l'ont pénalisé qu'elle doit en prélever la dîme. Si elle donne à un ignorant avant qu'il ait produit n'ait la maturité suffisante pour être soumis aux dîmes, elle n'a pas besoin d'en faire les prélèvements, car on présume que la majorité des ignorants prélèvent la dîme. Si elle le confie à un ignorant alors qu'ils ont cette maturité, elle doit en faire les prélèvements. Comment procède-t-on dans ce cas? Elle se tient devant la grange après que le traitement soit achevé et prélève la dîme. Elle ne prête pas attention à ceux qui le métayer à manger, c'est-à-dire qu'elle ne prête pas attention à prélever la dîme avant la fin du traitement de manière à ce que l'ignorant ne consomme pas du tébel, car on n'en a pas la responsabilité des ignorants.